Bonjour, je suis Sophie la bibliothécaire et je suis aujourd'hui avec Madame Elisabeth Von Arbour, qui est écrivaine de science-fiction. Bonjour Madame Von Arbour. Bonjour. Je suis vraiment heureuse de vous avoir. Ça fait plus de 40 ans que vous écrivez de la science-fiction et vous avez enseigné entre autres comme chargé de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi. Vous avez vos ateliers d'écriture et j'aimerais beaucoup qu'on parle, j'ai une question pour vous, c'est les femmes en science-fiction. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Alors, il y a deux aspects à cette question. Il y a les femmes qui écrivent de la science-fiction et les femmes comme personnages de science-fiction. Le deuxième aspect est pour moi bien plus intéressant que le premier, quoique en tant que bonne féministe bon teint, je me sens obligée de faire mon devoir. Il y a beaucoup de femmes qui écrivent de la science-fiction depuis les années 60, mais il y en avait avant. Elles occupent maintenant pratiquement, je dirais, plus du tiers des écrivaines, des écrivains en général, enfin de celles et ceux qui écrivent, on va faire l'interview inclusive. Et donc, bon, la question est réglée. Il y a des femmes qui écrivent de la science-fiction et elles sont en train de gagner tous les prix en ce moment. On vient de voir la liste des gagnants au prix Hugo aux États-Unis et ce sont pratiquement toutes des femmes qui se sont ramassées là-dedans. Ça fait plusieurs années. Donc ça, la question est réglée. Oui, nous écrivons de la science-fiction, nous autres. Bref, les femmes comme personnages féminins. Alors ça a été longtemps un gros problème des genres, que ce soit la science-fiction, la fantasy, moins le fantastique, parce que la femme comme victime, n'est-ce pas, c'est toujours tellement bien, mais en tant que personnage dans la science-fiction et la fantasy, les femmes ont longtemps été le personnage tangentiel, la belle au bois dormant, ou la blonde idiote qui pose les questions pour que le héros mâle musclé du cerveau puisse répondre. Et ce d'ailleurs même dans les textes écrits par des femmes, ce qui est déplorable mais normal, puisque c'est le modèle qu'on avait dans ce qu'on lisait et qu'on a tendance à reproduire ce qu'on lit. On est parasité beaucoup. Ça a changé depuis donc les années 60, 50, 60. Il y avait des pré-féministes qui ont commencé à donner aux femmes un personnage, enfin une place importante dans l'intrigue, et qui en ont même fait les personnages principaux, les protagonistes. Évidemment, souvent, ça finissait mal. Parce qu'enfin, dans la littérature, en général, il y a trois positions pour la femme. C'est la mère, c'est la putain, ou c'est la vierge. C'est une question de culture occidentale. C'est de même que ça se passe. Alors, pour se débarrasser de ces trois figures de la femme, il a déjà fallu pas mal les récupérer. Ouais, je suis une putain, et alors, ça vous dérange? Enfin, ce genre de choses. Et oui, je suis une mère, et alors ça vous dérange que j'ai une épée et un bouclier? Bon, il y a toute une période comme ça de récupération des stéréotypes, de réappropriation, je dirais, des stéréotypes, pour qu'on en arrive à l'idée que le héros est une héroïne, et que héroïne, ça fasse pas petite chose blonde perdue au sommet d'une tour. Okay. Bon, non. Donc là, je pense qu'on est rendu là. Enfin, non. Non, il m'arrive encore de lire des trucs et de me dire « Ah non, putain, on n'est encore pas rendu là. Non, on n'est pas encore sorti du bois de la Belle au bois dormant. » Bon. Mais en général, oui. En général, oui. Maintenant, on a des femmes qui sont des protagonistes, qui sont des personnages qui ont leur propre... zut, comment est-ce qu'on traduit agency en français? Ça fait de la traduction, ça, madame. Enfin, qui décident de leur propre destin, qui agissent, qui ne réagissent pas forcément, mais qui agissent. Qui sont des personnages forts, qui sont des personnages complets, complexes, qui ne sont pas seulement « oui, je suis la femme qui est l'avenir de l'homme », s'il vous plaît, qui ne sont pas seulement la femme est la sauveteuse de la planète, du pays. J'aime assez la femme est la sauveteuse du personnage masculin, enfin ça c'est un biais personnel, mais bon, ça se retrouve aussi. Parce que cette inversion des rôles fait partie justement de la réappropriation. Oui. Et on a pas. Oui. J'allais dire, vous avez écrit des livres avec des personnages féminins forts. En général, tous mes personnages sont des personnages principaux, sont des personnages féminins, mais j'ai essayé peu à peu de réintroduire des personnages masculins qui sont aussi importants que les personnages féminins.
Et c'est leur interaction et leur interaction avec l'intrigue et les autres personnages, féminins et masculins, qui m'intéressent. Parce qu'enfin, nous n'interagissons pas uniquement avec les gens de notre propre sexe ou de notre propre genre, ou enfin bref. Et donc, c'est ça. Il y a un test, ça y est, je vais essayer de vous dire le nom et le texte, le titre m'échappe, le nom m'échappe. Le test de Bechdel. Est-ce que les femmes, ont des relations avec d'autres femmes dont des hommes ne sont pas le sujet? Est-ce que des femmes ont des actions qui n'impliquent pas des hommes? Enfin, tout ça là, qui m'a toujours paru une évidence, mais ça ne l'est pas, puisque c'est encore un des tests qu'on fait subir plus ou moins, enfin que personnellement je fais subir plus ou moins consciemment à des textes quand j'ai à les commenter. Est-ce que ce texte passe le test de Bechdel? Est-ce que c'est Bechdel ou je confonds avec un nom de dictionnaire? En tout cas, vous retrouverez ça certainement. Je suis une vieille madame, ma mémoire est une dentelle. Donc, il y a ça. Un monde, c'est pas seulement un décor, une planète, une société, etc. Ce sont essentiellement les personnes qui l'habitent. Et ces personnes sont extrêmement variées. Nous avons des interactions extrêmement variées avec tout un tas de personnes différentes. Et c'est cette diversité aussi essentielle que la diversité de genre, de sexe, de race, de nationalité, de religion, qu'il est important de conserver, enfin de servir quand on écrit, de la fiction, me semble-t-il. Si je pense au premier texte que j'ai écrit et qui étaient les premières versions de Tiranaël, tous mes personnages étaient des gars. Sauf le personnage principal qui est en quelque sorte la narratrice qui est devenue la narratrice de tout le premier volume. Donc il y avait déjà quelque chose souterrainement qui poussait. Mais il y a aussi cette idée que je n'aime pas les stéréotypes, qu'ils soient féminins ou masculins. Alors, que ce soit des stéréotypes inversés, bon alors la femme est solide, musclée, l'homme est une petite chose fragile. Bon, non, nous sommes les deux. J'ai très tôt, je me rends compte que très tôt, mes personnages étaient des personnages non stéréotypiques. C'est-à-dire que si on analyse les personnages masculins, on se rend compte qu'une partie de leurs attributs sont des attributs traditionnellement féminins. Ils ont une certaine forme de sensibilité, ce sont des artistes, ou bien ce sont des soigneurs. Et les femmes, inversement, ont justement une capacité d'action. Elles sont souvent assez pas dures, mais musclées, disons, dans leur esprit et dans leur corps. Donc, c'était pas nécessairement parce que je voulais inverser les stéréotypes, mais je voulais les mélanger. Parce que nous sommes d'horribles mélanges de traits et de caractéristiques, et c'est ça qui fait l'intérêt des êtres humains, c'est qu'ils soient complexes. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à ceux qui écrivent la science-fiction aujourd'hui? De ce point de vue des personnages? Oui, tout à fait. Ben c'est ça, c'est que quand on écrit la fiction, on écrit avec soi-même. Et soi-même n'est pas une espèce de version close de je me moi. Hein. Je suis en contact avec mes proches, ma famille, ma classe sociale, ma société, mon pays, et voyez les gestes, ça s'agrandit de plus en plus. Et l'univers est beyond. Donc, les personnages, c'est la même chose. D'abord, donc, ne pas se contenter d'avoir des personnages qui sont uniquement de notre sexe, de notre classe sociale, de notre nationalité ethnique ou non ethnique, bah oui ethnique, mais on peut être national sans être ethnique. Non, on peut pas être national, on est toujours ethnique de quelque part. Donc c'est ça, c'est que avoir des personnages qui sont des personnages variés d'abord et d'une. Les monoclasses, ça n'existe pas.
dans une société. Si ça existait, on aurait peut-être moins de problèmes, mais ce serait drôlement emmerdant. Et ensuite, de penser à ce qu'on est soi-même. Est-ce que vous êtes tout d'un bloc? Ça implique de se connaître un peu, de s'interroger un peu sur soi-même, évidemment, de façon délibérée, de voir comment on interagit avec autrui, quels sont nos réflexes, quels sont nos tics, quelles sont nos bébelles, quelle poutre avons-nous sur l'épaule qui nous empêche de voir la paille, enfin, qui nous pousse à voir la paille qui est dans l'œil du voisin. Ne pas se contenter de la... Ça paraît curieux à dire, mais ne pas faire simple. Mais ça, c'est peut-être un biais personnel. Pourquoi faire plus simple quand on peut faire plus compliqué? C'est un de mes... Mais la vie est compliquée, les gens sont compliqués. Et trop de goût pour la simplicité tue. Parce que derrière simplicité, il peut y avoir pureté. Et alors là, la pureté, c'est mortel. La pureté, c'est mortel. Donc, il y a un type de simplicité qui vient d'une complexité souterraine. Et ça, c'est intéressant à montrer. Mais ce serait ça mon conseil, c'est de vous rappeler que vous êtes vous-même complexe et donc de ne pas craindre la complexité chez vos personnages, même si ça veut dire qu'ils sont compliqués, qu'ils sont contradictoires, qu'un jour ils disent un truc et le lendemain ils disent autre chose. Ils ont des raisons pour ça. On a toujours des raisons d'être comme on est. Et ce qui est intéressant, c'est de chercher les raisons pour lesquelles nos personnages sont ce qu'ils sont. Ça implique de creuser leur enfance, leurs traumatismes enfantins, leur famille, les traumatismes de la famille, les traumatismes de leur société. Et les exemples abondent dans la vie soi-disant réelle. Si vous pensez par exemple aux Noirs, qu'ils soient afro-américains ou qu'ils soient autre type de mots à tirer, leur histoire mythique, leur histoire imaginaire et leur histoire réelle implique un certain nombre de traumatismes profonds qui orientent, qui ne peut pas ne pas orienter la façon dont ils sont au monde. La même chose pour les Juifs, les Arméniens, les Yéménis aujourd'hui, les Pakistanais, les Hindous, les Amérindiens, les anciens coloniaux comme les Français, les Anglais, qui n'arrivent pas à faire le deuil de leur empire. Et il y a tout ceci entre en jeu quand vous construisez un personnage. Et si vous construisez un personnage dans une société imaginaire, vous êtes obligé, c'est votre devoir professionnel, je dirais, de connaître l'histoire de cette société, d'où elle vient, c'est quoi ses traumatismes, c'est quoi son histoire, c'est quoi ses crimes, ou au contraire, qu'est-ce qu'elle a fait de bien, mais en général, c'est plutôt des crimes, mais bon. Donc c'est ça, il faut se faire l'historien de ses propres sociétés, même si ça n'intervient dans une histoire que de façon très tangentielle. Quand on parle de décor dans la fiction, le décor est une notion extrêmement vaste. Ça va de la chambre du personnage à la société où le personnage vit, donc les villes, les villages, la campagne. Donc tout ça, c'est le décor. Et les personnages font partie du décor, le décor affectif. Merci, Madame Von Arbour. Madame Von Arbour, une dernière question. Mm-hmm. Vous avez, à chaque été, vous offrez des ateliers de littérature, d'écriture. Mm-hmm. Quels sont vos prochains projets? Vous allez continuer ces ateliers? Ah bah oui, les ateliers. Voyons, je les ai commencés en 1979, en même temps que le premier congrès de science-fiction à Chicoutimi. J'ai continué ça jusqu'au début des années 80. Ensuite, j'ai fait une pause. Ensuite, on a repris au début des années 2000. Il y avait 2 ateliers. Il y avait l'atelier court qui durait une fin de semaine et
Puis, au bout d'un moment, on a décidé qu'il y avait un atelier long qui durait un peu plus longtemps. Les premiers ateliers, c'était vraiment des ateliers longs, ça durait une semaine. Mais bon, ils étaient à Chicoutimi. Bon, il y a toujours des problèmes de disponibilité pour les dates, pour les gens. À mesure que les gens vieillissent, ils ont des enfants. On a changé de lieu, on les a fait à Montréal, on les a fait. On n'en a pas fait à Québec, on n'en a jamais. On en a fait à Chicoutimi. Et là, présentement, cette année, à cause de la pandémie, on a fait ça en Zoom. Et je craignais beaucoup, tout l'aspect technique me terrifiait. Je me disais, ça va être le... J'avais eu des mauvaises expériences parce que j'avais donné un cours de création littéraire à l'université de Trent en Zoom il y a une dizaine d'années. Et disons que... Mais il faut dire que les étudiants n'étaient pas vraiment très motivés. C'était des étudiants en langue seconde. Et bon. Mais bref, j'étais un peu inquiète. Et ça s'est bien passé. Donc, on était 11 avec moi. Et pourtant, ça s'est bien passé. Ça a duré 5 jours. Et là, ce qui est intéressant avec Zoom, c'est que les contraintes de lieu et donc les contraintes financières aussi, parce qu'il faut se déplacer, il faut se loger, il faut se nourrir. Et moi, j'ai de plus en plus de mal à me déplacer, je fatigue de plus en plus. Donc là, avec Zoom, toutes ces questions-là de gestion purement matérielle de la chose deviennent non pertinentes d'une certaine façon. Évidemment, on n'a pas les phéromones, mais au moins on a le non-verbal du visage et des intonations, ce qui est quand même déjà quelque chose. Et donc on a décidé qu'on allait continuer comme ça, au moins tous les mois, on va se faire une rencontre, ça s'en vient bientôt. Tous les premiers dimanches du mois, on va continuer l'atelier. Et je pense que ça peut durer parce que justement, on se voit et on s'entend. Quand je pense qu'on a fait un atelier postal, je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans, enfin bref, ne peuvent pas connaître, mais un atelier postal, et il a duré 1 an. Avec beaucoup d'assiduité, c'est quelque chose. Alors que l'atelier qu'on faisait via la liste courriel, on a toujours une liste atelier qui est complètement morte, mais cet atelier-là a peut-être duré... Il s'était effiloché très très vite en réalité, ce qui est curieux. Mais bon. Mais celui-ci, je pense que peut-être il a une chance de durer un peu plus longtemps. Rien ne remplace le direct, je trouve, pour les commentaires de texte et le présentiel. C'est utile parce que dans les ateliers, on a un retour immédiat sur les textes. Oui. Et on a un retour immédiat de plusieurs personnes sur les textes. Des personnes qui quelquefois sont plus expérimentées, des personnes qui ont le bon vocabulaire pour commenter, ce qui est quelque chose qui s'acquiert petit à petit. Donc c'est une expérience un petit peu de cocotte minute, là, de marmite à pression. Ça peut être un petit peu difficile pour certaines et certains, mais en général ça se passe bien. Et c'est vraiment quelque chose de très utile. C'est pour ça que je les continue. Parce que je pense que c'est utile. Bien, bravo, oui. Moi, je pense aussi que c'est vraiment utile. Là, j'en entends dire beaucoup de bien. Et je veux y participer aussi. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup, Madame Von Arbour, pour le temps que vous avez pris ce matin pour moi. Et je vais vous souhaiter bonne chance pour le prochain projet. Et j'espère bien avoir d'autres livres là, que vous allez pouvoir nous publier aussi. C'est ça, espérons en cœur. Alors. Merci beaucoup, Madame Von Arbour. C'est moi qui vous remercie. Merci. Oui. Au revoir.